Il pensait qu'elle n'était qu'une voyageuse égarée ayant besoin d'aide, jusqu'à ce qu'il découvre ce que contenait ce sac. Dès cet instant, leur devis ne tard plus qu'à un fil. La poussière retombait lentement sur le chemin de terre, alors que le soleil de l'après-midi frappait impitoyablement les vastes plaines arides. Antoine Lefebvre essuya la sueur de son front avec un mouchoir usé, tout en guidant son chariot vers son domaine. L'année 1885 s'avérait particulièrement rude pour les habitants du Val des Ombres, surtout depuis le début de la grande sécheresse. Antoine, veuf depuis 3 ans, avait réussi à maintenir son exploitation à flot malgré les épreuves. Pourtant, chaque aube apportait son lot de nouvelles luttes. Ses yeux fatigués scrutaient l'horizon, une habitude forgée par des années de vigilance sur ces terres sauvages. Soudain, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette affaissée sur le bas-côté de la piste. En approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, à peine consciente, serrant un sac de toile de jute contre sa poitrine. « Madame, vous m'entendez » lança Antoine en tirant sur les rênes pour arrêter ses chevaux. La femme, le visage strié de terre et de larmes séchées, leva vers lui des yeux désespérés. Ses vêtements étaient déchirés et couverts de poussière, suggérant qu'elle voyageait depuis des jours. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, mais la détresse avait gravé des rides prématurées sur ses traits. « De l'eau » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Je vous en prie. » Antoine saisit rapidement sa gourde et sauta du chariot. Il s'agenouilla près d'elle, lui offrant l'eau avec douceur. Elle but avidement, le liquide ruisselant sur son menton. « Merci », parvint-elle à dire, agrippant le sac encore plus fort alors qu'elle tentait de se relever. Antoine la soutint par le coude. « Comment vous appelez-vous, madame ? Que faites-vous ici, seule au milieu de nulle part ?»« Célia Vane, répondit-elle, la voix plus assurée désormais. « Je fuis. » « Vous fuyez quoi ?» Le regard de Célia balaya nerveusement les alentours, scrutant la route déserte derrière eux. « Mon mari, mon ex-mari. C'est un homme violent. Il fallait que je parte. » Antoine hocha la tête d'un air sombre. De telles histoires n'étaient pas rares dans ces contrées. « Où allez-vous ?»« N'importe où, du moment qu'il ne peut pas me trouver, » dit-elle en serrant le sac contre son cœur comme un bouclier. Antoine remarqua qu'elle ne relâchait jamais son étreinte, pas même lorsqu'elle avait été au bord de l'évanouissement. « Mon ranch est à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes la bienvenue pour vous y reposer le temps de décider de la suite, » proposa Antoine en l'aidant à monter sur le chariot. Célia hésita, le regard toujours méfiant. « Pourquoi aideriez-vous une inconnue ?» Antoine ajusta son vieux chapeau et soupira. « Ma défunte épouse, Hélène, ne me le pardonnerait jamais si je laissais une âme en peine sur le bord de la route. Et puis, par ici, on s'entraide. C'est comme ça qu'on survit. » Alors qu'il roulait vers la propriété, Antoine ne put s'empêcher de remarquer comment Célia jetait continuellement des coups d'œil par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un à l'horizon d'un instant à l'autre. Le sac de jute restait fermement ancré dans ses mains, et chaque fois que le chariot heurtait une ornière, elle vérifiait son contenu avec anxiété. « Il doit y avoir quelque chose de sacrément important dans ce sac », observa Antoine d'un ton faussement détaché. Les doigts de Célia blanchirent sur la toile. « C'est tout ce qu'il me reste », murmura-t-elle. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, Jacques, le contremaître d'Antoine, vint à leur rencontre. Son visage buriné afficha une surprise évidente à la vue de Célia. « Jacques, voici Célia Vane. Elle va rester avec nous quelque temps. Pourrais-tu t'occuper des chevaux pendant que je l'installe dans la chambre d'amis ?» Jacques acquiesça, ses yeux curieux s'attardant sur la mystérieuse femme et son fardeau. « Bien sûr, patron. Le ragoût sera prêt dans 1 heure. » Antoine conduisit Célia à l'intérieur de la modeste bâtisse. C'était un lieu simple mais confortable, meublé de pièces artisanales et décoré de photographies fanées de sa défunte femme, Hélène. Célia observait chaque détail, comme pour évaluer si cet endroit pouvait réellement être un refuge. « La chambre est au fond du couloir, » expliqua Antoine. « Il y a une bassine avec de l'eau fraîche, et je demanderai à Marie, notre cuisinière, de vous apporter des vêtements propres. Ceux d'Hélène. Il devrait vous aller. »
Célia s'arrêta sur le seuil de la porte. « Merci, monsieur Lefebvre. Votre gentillesse est inattendue. »« Antoine. Appelez-moi Antoine, corrigea-t-il doucement. Et vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. » Alors qu'il se tournait pour partir, Célia lui saisit soudainement le bras. Ses yeux brillaient d'une intensité qui le surprit. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, si quelqu'un vient me chercher, qui que ce soit, dites-leur que vous ne m'avez jamais vu. » Antoine hocha lentement la tête. « Vous avez ma parole. » Plus tard dans la soirée, après un repas simple mais copieux, Antoine s'assit sous le porche, fumant sa pipe en regardant le coucher de soleil incendier le ciel de teinte orange et sang. Célia le rejoignit, semblant un peu plus reposée après s'être lavée et avoir revêtu une vieille robe d'Hélène, bien que son visage portât toujours les stigmates d'une peur constante. Le mystérieux sac était toujours là, à portée de main. « Vous avez une belle terre », commenta-t-elle en s'asseyant dans le rocking-chair à côté de lui. « Elle est dans ma famille depuis 3 générations, répondit Antoine. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est chez moi. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, bercés par le grincement des chaises et le mugissement lointain du bétail. « Il viendra me chercher, dit finalement Célia, la voix à peine audible. Victor n'est pas du genre à abandonner facilement, surtout pas ce qu'il y a dans ce sac. » Antoine tira pensivement sur sa pipe. « Qu'y a-t-il là-dedans qui vaille la peine de vous traquer à travers tout le pays ?» Les jointures de Célia blanchirent autour de la toile rêche. « Je ne peux pas. Je ne peux pas encore vous le dire. Mais croyez-moi quand je dis qu'il ne doit jamais mettre la main dessus. » Antoine étudia son profil dans la lumière déclinante. Quel que soit le secret qu'elle portait, il pesait lourdement sur ses épaules. « Eh bien, vous êtes en sécurité ici pour le moment. Essayez de dormir un peu. » Alors que Célia se levait pour rentrer, le bruit lointain de sabots approchant la figea sur place, son visage se vidant de toute couleur. « C'est normal. Des visiteurs à cette heure ?» demanda-t-elle, la panique montant dans sa voix. Antoine fronça les sourcils et posa sa pipe. « Non, ça n'a rien de normal. » Il se leva, sa main calleuse se portant instinctivement vers le fusil appuyé contre la balustrade. Le bruit des sabots se fit plus fort, soulevant un nuage de poussière au loin alors que les derniers rayons du soleil s'effaçaient. « Entrez », ordonna Antoine d'une voix basse mais ferme. « Allez dans la chambre du fond et verrouillez la porte. » Célia pressa le sac contre sa poitrine. « Est-ce lui ? Est-ce Victor ? Je ne sais pas, mais je compte bien le découvrir. Allez, maintenant !» Célia disparut dans la maison juste au moment où Jacques sortait du dortoir des employés. Fusil de chasse en main, il échangea un regard entendu avec Antoine avant de prendre position près de l'écurie. Le cavalier apparut, un homme seul, et non la troupe armée que Célia semblait redouter. Antoine se détendit légèrement, mais garda son arme prête. L'étranger arrêta son cheval épuisé devant la maison. C'était un homme grand, aux épaules larges, une insigne épinglée sur son gilet. « Bonsoir », lança l'homme en touchant le bord de son chapeau. « Je suis le maréchal Robert de Fort-Royal. Je cherche une femme qui aurait pu passer par ici. » L'expression d'Antoine resta neutre. « On ne voit pas beaucoup de voyageurs par ici, maréchal. Quelle est votre affaire avec cette femme ?» L'homme mit pied à terre, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière alors qu'il s'approchait du porche. « Elle est recherchée pour vol. Elle a dérobé quelque chose d'une valeur considérable à son mari avant de s'enfuir. »« Du vol, dites-vous » Antoine haussa un sourcil. « Ce doit être quelque chose de sacrément précieux pour envoyer un maréchal aussi loin. » L'homme hocha la tête, ses yeux scannant la propriété. Des héritages de famille, des pièces d'or transmises depuis des générations. Son mari est assez désespéré de les récupérer. Antoine remarqua que le prétendu maréchal évitait de croiser son regard directement. Quelque chose sonnait faux. « Votre insigne, » dit Antoine lentement. « Fort-Royal, vous avez dit ?»« C'est exact. » L'homme changea d'appui. « C'est curieux, » poursuivit Antoine. « Mon beau-frère est le shérif de Fort-Royal. Je lui ai rendu visite le mois dernier. Je ne me souviens pas qu'il ait mentionné un maréchal Robert. »
Un silence tendu tomba entre eux. La main de l'étranger glissa imperceptiblement vers son étui. « Je vous suggère de faire demi-tour et de quitter ma propriété, déclara Antoine d'un ton égal, levant légèrement le canon de son fusil. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, je ne veux pas en faire partie. Le visage de l'homme se durcit. Je ne m'appelle peut-être pas Robert, mais la femme est bel et bien une voleuse. Elle s'appelle Celia Vane, et elle a volé Victor Vane, un homme puissant qui n'apprécie guère qu'on le dépouille. Jamais entendu parler d'aucun des deux, répliqua Antoine. Maintenant, je ne le répéterai pas. Quittez mes terres. Les yeux de l'homme se plissèrent. J'ai fait une longue route, Lefebvre. Je sais qu'elle est ici. Victor Vane ne renonce pas à ce qui est à lui. Jacques sortit de l'ombre, son arme braquée droit sur l'imposteur. Le patron vous a demandé de partir. Après un moment de tension palpable, l'homme recula lentement vers son cheval. Ce n'est pas fini. Vane a des amis dans tout le territoire. Vous vous êtes fait un ennemi puissant aujourd'hui. Ce ne serait pas le premier, répondit froidement Antoine. Ils regardèrent l'homme remonter en selle et s'éloigner au galop, disparaissant dans l'obscurité grandissante. Ce n'est que lorsque le bruit des sabots se fut totalement estompé qu'Antoine abaissa son fusil. « Garde l'œil ouvert cette nuit, Jacques, ordonna-t-il. Je ne crois pas qu'il soit parti pour de bon. » Jacques hocha la tête d'un air grave. « Je vais organiser des tours de garde avec les gars. » À l'intérieur de la maison, Antoine trouva Célia recroquevillée dans un coin de la chambre, le sac serré contre elle. Ses yeux étaient écarquillés par la terreur. « C'était lui ?» murmura-t-elle. « Pas votre mari, mais quelqu'un qui travaille pour lui, » répondit Antoine en posant son arme. « Il est parti pour l'instant, mais je suppose qu'il reviendra avec du renfort. » Les épaules de Célia s'affaissèrent. « J'ai apporté le malheur à votre porte. Je devrais partir avant que quelqu'un ne soit blessé. » Antoine secoua fermement la tête. « C'est exactement ce qu'ils veulent, vous attraper seul sur la route. Vous êtes plus en sécurité ici, du moins pour l'instant. » Les larmes montèrent aux yeux de Célia. « Vous ne comprenez pas de quoi Victor est capable. Ce n'est pas juste un mari en colère. Il est dangereux, connecté. Les choses qu'il a faites. » Sa voix se brisa. Antoine tira une chaise et s'assit face à elle. « Célia, je ne peux pas vous aider si je ne sais pas ce que nous affrontons. Qu'avez-vous pris exactement ?» Les mains de la jeune femme tremblèrent alors qu'elle baissait les yeux vers le sac de jute. Après un long moment de lutte intérieure, elle chuchota. « S'il vous plaît, ouvrez-le. » Elle desserra le lien du sac et le tendit à Antoine. Avec hésitation, il s'en saisit et l'ouvrit. Ses yeux s'agrandirent de stupeur en découvrant le contenu. Pas d'or ni de bijoux comme l'avait prétendu le faux maréchal, mais des documents, des titres de propriété, des contrats et un grand livre de comptes relié en cuir. « Ce sont, » commença Antoine en feuilletant les papiers, « des preuves, » termina Célia à sa place. « Les preuves de toutes les activités illégales de Victor. Les gens qu'il a escroqués, les terres qu'il a volées, les hommes qu'il a fait tuer. Il bâtit un empire par la peur et la corruption. » Antoine examina un titre de propriété de plus près. « C'est la ferme des Wilson. Le vieux Wilson l'a perdue aux cartes l'année dernière, mais la rumeur disait que la partie était truquée. » Célia hocha la tête. C'était truqué, tout comme la douzaine d'autres propriétés que Victor s'est appropriées. Le livre de compte contient des noms, des dates, les pots de vin versés aux officiels et aux tueurs à gages, tout est là. Le registre contient des noms, des dates, les sommes versées aux officiels et aux hommes de main, tout est là. « Pourquoi avez-vous pris ces documents ?» demanda Antoine avec précaution en remettant les papiers dans le sac. Le regard de Célia se durcit, empreint d'une détermination nouvelle. « Parce que je l'ai vu détruire trop de vies. Parce qu'il m'a battu presque à mort le jour où j'ai menacé de le quitter. Parce que quelqu'un doit l'arrêter avant qu'il ne contrôle tout le territoire. » Antoine s'adossa à sa chaise, assimilant ces révélations. « Vous comptez apporter ça aux autorités ? À un juge de ville haute ? » « Il y a un homme, » confirma Célia. « Un magistrat que Victor n'a pas encore réussi à acheter.
Avec ces preuves, mon mari pourrait finir ses jours en prison. Cela explique pourquoi il a envoyé quelqu'un à vos trousses si rapidement, songea Antoine, et pourquoi il ne s'arrêtera pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dois partir, insista Célia. Je suis resté trop longtemps. Antoine secoua la tête. Vous n'arriverez jamais à Ville-Haute seul. Toutes les routes seront surveillées. Alors que suggérez-vous, fit-elle, une pointe de désespoir dans la voix. Antoine garda le silence un long moment, pesant le pour et le contre. Je connais ces terres mieux que n'importe lequel des hommes de Victor. Je peux vous conduire à la capitale, mais il faudra être malin. Emprunter des chemins auxquels ils ne s'attendront pas. Vous feriez cela? Risquer votre vie? Votre ranch? Antoine posa les yeux sur la photographie d'Hélène, posée sur la table de chevet. Ma femme croyait qu'il fallait se dresser pour ce qui est juste, peu importe le prix. J'imagine que c'est aussi mon cas. Plus tard, cette nuit-là, alors que le ranch plongeait dans un calme inquiet, Antoine s'assit à la table de sa cuisine avec Jacques et son garçon de ferme le plus fiable, un jeune homme nommé Lucas. Nous partirons à l'aube, expliqua Antoine en traçant un itinéraire sur une vieille carte étalée devant eux. Les routes principales sont trop dangereuses, alors nous couperons par les gorges du Vautour et suivrons le lit de la rivière asséchée vers le sud. C'est 3 jours de cheval jusqu'à Ville-Haute par ce chemin, fit remarquer Jacques. Mieux vaut 3 jours en vie qu'une seule journée mort, répondit Antoine d'un ton sinistre. Jacques, tu restes ici avec la plupart des hommes. Fais comme si de rien n'était. Lucas, tu partiras en éclaireur. Lucas hocha la tête avec ferveur. À 22 ans, il était le plus jeune de l'équipe, mais il avait prouvé sa loyauté et sa compétence. Et si d'autres hommes de Vannes débarquent ici, demanda Jacques. Dis-leur que j'ai emmené Célia à Saint-Clair pour régler cette affaire avec la loi. Ça devrait nous faire gagner assez de temps pour atteindre la capitale. En finalisant leur plan, Antoine ne pouvait se défaire d'un mauvais pressentiment. Il s'apprêtait à tout risquer pour une femme qu'il connaissait à peine, contre un homme assez puissant pour envoyer de faux représentants de la loi à sa porte. Pourtant, quelque chose dans le regard de Célia, lorsqu'elle parlait des crimes de Victor, lui disait qu'elle disait la vérité. Certaines injustices ne pouvaient être ignorées. Dehors, la nuit était vivante, du chant des cigales et du hurlement lointain d'un coyote. Quelque part au-delà de l'obscurité, Antoine savait que Victor Veyne rassemblait ses forces. Demain, à la même heure, il serait lancé dans une course contre des hommes impitoyables, une course où perdre signifiait bien pire que la mort. L'aube se leva sur le ranch, marbrant le ciel de rose et d'or. Antoine avait à peine dormi, l'esprit tourmenté par les plans et les imprévus. Il trouva Célia déjà éveillée, vêtue d'une tenue de cavalière empruntée à la garde-robe d'Hélène, ses cheveux dissimulés sous un chapeau à large bord. « Vous avez l'air prête ?» observa Antoine en lui tendant une tasse de café noir. Célia acquiesça, le sac de jute désormais sécurisé dans une sacoche de sel en cuir. « Je suis prête à fuir depuis plus longtemps que vous ne le croyez. » Antoine étudia son visage dans la lumière matinale. Malgré sa peur, il y avait dans ses yeux une détermination tranquille qui lui rappelait Hélène. Son épouse avait possédé cette même résolution inébranlable face à l'adversité. « Nous prendrons le sentier sud par les gorges, » expliqua Antoine. « Le terrain est accidenté, mais les hommes de Vannes ne penseront probablement pas à chercher par là. Lucas est déjà parti en avant. » Maria, la cuisinière, avait préparé des provisions pour leur voyage, de la viande séchée, des biscuits durs et des fruits secs enveloppés dans de la toile huilée. Jacques aida à seller 3 chevaux, dont un palomino robuste pour Célia. « N'oublie pas, rappela Antoine à Jacques, si quelqu'un pose des questions, je l'ai emmené à Saint-Clair. » Jacques hocha la tête solennellement. « Soyez prudent, patron. Les hommes comme Vannes ne respectent aucune règle. » Alors qu'il montait en selle, le soleil levant projetant de longues ombres à travers la cour, Antoine ressentit une pointe d'incertitude. Son ranch avait été son univers entier depuis la mort d'Hélène. Maintenant, il le laissait vulnérable, peut-être pour rien. Célia sembla sentir son hésitation. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Je pourrais encore essayer de m'en sortir seul. » Antoine secoua la tête. « Mon père disait toujours que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Je crois qu'aider est la seule chose à faire, même si cela a un coût. »
Ils quittèrent le domaine alors que les employés commençaient leur corvée quotidienne, maintenant l'apparence d'une journée ordinaire. Antoine les guida vers le sud, loin des routes principales, à travers des prairies ouvertes qui cédèrent progressivement la place à un terrain plus rocailleux. En milieu de matinée, ils atteignirent l'entrée des gorges du Vautour, un passage étroit entre des parois de calcaire imposantes. Peu de gens connaissent cette route, expliqua Antoine, alors qu'ils naviguaient sur le sentier escarpé. C'était un vieux chemin indien avant que le territoire ne soit colonisé. Célia s'émerveilla devant les pétroglyphes anciens gravés dans la roche. C'est beau, d'une manière sauvage. C'est ça, le pays, répondit Antoine avec un léger sourire. Beau et dangereux à parts égales. Ils chevauchèrent en silence un moment, le seul bruit étant le claquement des sabots sur la pierre et le cri occasionnel d'un rapace tournoyant au-dessus d'eux. Le canyon serpentait, se rétrécissant parfois tellement qu'ils devaient avancer en file indienne. Vers midi, ils émergèrent du défilé dans une petite vallée abritée avec un point d'eau. Lucas les attendait, son visage juvénile sérieux. « Race pour l'instant, monsieur Lefebvre », rapporta-t-il. « Aucun signe de poursuite. »« Beau travail, Lucas », dit Antoine en mettant pied à terre pour laisser boire les bêtes. « Qu'est-ce qui nous attend ?»« Terrain découvert sur environ 15 kilomètres. Ensuite, on atteint le lit de la rivière asséchée qui nous mènera vers le sud. J'ai repéré le terrain sur quelques lieues, ça semble dégagé. » Ils se reposèrent brièvement, mangeant un peu des provisions de Maria pendant que les chevaux broutaient l'herbe rare près de la source. Célia s'assit légèrement à l'écart des hommes, ses yeux scannant constamment les environs. « Vous regardez par-dessus votre épaule depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda Antoine en s'asseyant près d'elle. Célia hocha la tête. « 3 ans de mariage avec Victor m'ont appris à toujours être sur le qui-vive. Il a un tempérament qui explose sans avertissement. » « Comment avez-vous fini avec un homme pareil ?» Le regard de Célia se voila. « Il était charmant au début. Mon père venait de mourir, laissant des dettes considérables. Victor est intervenu, a tout payé, s'est présenté comme mon sauveur. » Son rire était amer. « Le temps que je vois sa vraie nature, j'étais déjà piégé. »« Et les documents ?» demanda doucement Antoine. « Je les ai découverts par accident. Victor les gardait dans un coffre caché dans son bureau. Un soir, après avoir bu trop de whisky, il l'a laissé ouvert. » Les mains de Célia tremblèrent légèrement au souvenir. « J'ai su alors que je devais partir, que je devais faire quelque chose de ce que j'avais trouvé. » Antoine acquiesça pensivement. « Il faut du courage pour tenir tête à quelqu'un de puissant. »« Ou du désespoir, » répondit Célia. Lucas s'approcha, interrompant la conversation. « Monsieur Lefebvre, on devrait bouger. Il reste encore pas mal de jours. » Ils reprirent leur voyage, quittant la vallée et traversant la plaine avant de trouver le lit de rivière asséchée mentionné par Lucas. L'ancien cours d'eau serpentait à travers le paysage comme un serpent géant, offrant une couverture naturelle pendant leur progression. En fin d'après-midi, des nuages sombres s'étaient amoncelés à l'horizon, et l'air devint lourd, promettant la pluie. « Il y a une vieille cabane de berger à environ 5 kilomètres, dit Antoine en observant les nuages avec inquiétude. On peut s'y abriter pour la nuit. » Ils poussèrent leur monture, pressés d'atteindre le refuge avant que l'orage n'éclate. Le vent se leva, charriant l'odeur de l'averse, et soulevant des tourbillons de poussière sur la terre craquelée. La cabane n'était guère plus qu'une pièce unique avec un petit enclos pour les chevaux. Construite des années auparavant comme point de passage pour les vachers, elle était usée par le temps, mais solide. Il venait juste de déceler les chevaux quand les premières grosses gouttes commencèrent à tomber. En quelques minutes, le ciel s'ouvrit, transformant le sol poussiéreux en boue et remplissant l'air de l'odeur terreuse du sol trempé. À l'intérieur, Antoine alluma une petite lanterne pendant que Lucas démarrait un feu dans la cheminée de pierre. Célia posa sa sacoche sur une table bancale, ne la laissant jamais loin de sa vue. « La tempête pourrait ralentir quiconque nous suit, » observa Lucas avec optimisme. « Ou effacer nos traces, » ajouta Antoine. « Dans les 2 cas, ça joue en notre faveur. » Ils préparèrent un repas simple, complété par des haricots en conserve que Lucas avait trouvés sur une étagère. Alors qu'ils mangeaient, un éclair déchira le ciel,
suivi d'un tonnerre fracassant qui fit trembler la petite masure. « Ça me rappelle la nuit où je suis parti, » dit Célia doucement, fixant les flammes. « Il y avait un orage aussi. J'ai pris ça comme un signe que la nature couvrait ma fuite. » Antoine s'apprêtait à répondre quand Lucas, qui regardait par la fenêtre, se tendit soudainement. « Monsieur Lefebvre, chuchota-t-il urgemment, des cavaliers approchent. Ils sont au moins 3. » Antoine éteignit immédiatement la lanterne, tandis que Célia récupérait sa sacoche. Ils scrutèrent à travers la vitre striée de pluie les silhouettes qui approchaient, à peine visibles sous le déluge. « Comment nous ont-ils trouvés » murmura Célia, la peur évidente dans sa voix. « Ils ne nous cherchent peut-être pas » répondit Antoine, bien qu'il n'en ait pas l'air convaincu. « C'est le seul abri à des kilomètres à la ronde. »« Qu'est-ce qu'on fait » demanda Lucas, le visage tendu dans la lueur du feu. Antoine évalua leurs options. La cabane n'avait qu'une porte et 2 petites fenêtres. Il n'y avait nulle part où se cacher, et courir dans la tempête les laisserait exposés et vulnérables. « On tient notre position » décida-t-il, en vérifiant son revolver. « Lucas, prends position près de la fenêtre. Célia, restez baissée derrière la table. » Les cavaliers se rapprochèrent, leurs formes devenant plus distinctes. Antoine distingua 3 hommes, tous armés, avançant avec précaution. « Lefebvre !» cria une voix par-dessus le vacarme de l'orage. « On sait que tu es là. Envoie la femme et les documents, et on te laissera vivre. » La mâchoire d'Antoine se contracta. Comment savait-il qu'il fallait chercher ici ? « Victor a des informateurs partout, » dit Célia avec amertume. « Quelqu'un à votre ranch a dû parler. »« Ou ils ont torturé l'information à quelqu'un, » ajouta sombrement Lucas. Antoine se déplaça vers la porte, restant sur le côté pour éviter d'être une cible facile. « Vous êtes sur une propriété privée » hurla-t-il en retour. « Je vous suggère de passer votre chemin. »« Ne sois pas idiot, Lefebvre, » répliqua la voix. « Veyne veut juste ce qui est à lui. La femme t'a rempli la tête de mensonges. » Un éclair illumina la scène extérieure. Antoine reconnut l'orateur, le faux maréchal de la veille, maintenant accompagné de 2 hommes à l'allure patibulaire. « On ne partira pas sans elle, » poursuivit l'homme. « S'il faut vous brûler vif, on le fera. » Antoine échangea un regard grave avec Lucas. Ils étaient en infériorité numérique, avec peu de munitions et nulle part où battre en retraite. « Une idée » chuchota Lucas. L'esprit d'Antoine tournait à toute vitesse. La tempête était leur seul avantage. Mauvaise visibilité, conditions de tir difficiles. S'ils pouvaient utiliser ça... « J'ai une idée, » dit soudain Célia, la voix ferme malgré sa peur. « Mais vous allez devoir me faire confiance. » Antoine se tourna vers elle, notant la détermination sur ses traits. « À quoi pensez-vous ?»« Ils me veulent moi et les documents, » dit-elle. « On peut utiliser ça. Je vais sortir, créer une diversion. Pendant que leur attention est sur moi, vous 2 pouvez les contourner par les côtés. » Antoine secoua la tête fermement. Trop dangereux. Ils vous attraperont à la seconde où vous mettrez le pied dehors. Les yeux de Célia brillèrent de résolution. Pas si je leur fais croire que j'ai caché les documents ailleurs. Victor veut ces papiers plus qu'il ne me veut moins. Dehors, le faux maréchal s'impatientait. « Tu as 1 minute, Lefebvre, après ça, on tire. » La pluie continuait de marteler la cabane, le tonnerre roulant dans le ciel. Antoine pesa leurs options limitées. « Lucas, dit-il finalement, il y a une lucarne à l'arrière, dans l'appentis. C'est petit, mais tu pourrais passer. Fais le tour pendant que je les fais parler. Prends-les à revers si tu peux. » Lucas acquiesça et se dirigea immédiatement vers l'arrière de la cabane. Antoine se retourna vers Célia. « J'ai besoin que vous restiez cachés. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas avant que ce soit sûr. » « Mais, » commença Célia, « pas de discussion, » la coupa Antoine. « C'est vous qui comptez ici. Ces documents sont la seule chance d'arrêter Vannes pour de bon. » Avant que Célia ne puisse répondre, un coup de semonce frappa le mur de la cabane, faisant voler des éclats de bois. « Le temps est écoulé, Lefebvre !» hurla l'imposteur. Antoine se déplaça vers la fenêtre. « Cessez le feu, je sors pour parler. »« Non !» supplia Célia en agrippant son bras. Il retira doucement sa main.
Faites-moi confiance. Je me suis sorti de situations pires que celle-ci. Antoine la coupa net. C'est vous qui comptez ici. Ces documents sont notre seule chance d'arrêter Van pour de bon. Avant que Célia ne puisse répondre, une balle d'avertissement frappa la façade de la cabane, faisant voler des éclats de bois. « Le temps est écoulé, Lefebvre !» hurla l'imposteur. Antoine s'approcha de la fenêtre, restant prudemment sur le côté. « Cessez le feu, je sors pour parlementer. »« Non !» supplia Célia en s'agrippant à son bras. Il détacha doucement sa main de sa manche. « Faites-moi confiance, je me suis sorti de situations bien pires que celle-ci. » Saisissant son chapeau, Antoine entr'ouvrit la porte juste assez pour se glisser dehors, puis s'avança sur le petit porche, les mains levées. La pluie le trempa instantanément, ruisselant sur son visage buriné. Les trois hommes s'étaient déployés, leurs chevaux attachés à un arbre voisin. Le faux maréchal se tenait au centre, son arme braquée sur Antoine. « Où est la femme ?» exigea-t-il. « Partie », répondit Antoine avec un calme olympien. « Elle a décollé il y a des heures avec les documents. » « Elle file vers Ville-Haute, par une autre route. » L'homme plissa les yeux, méfiant. « Tu mens. Son cheval est encore là. »« Elle a pris le mien, » répliqua Antoine sans se démonter. « Il est plus rapide. Elle a dit que des amis l'attendaient au relais de la vallée pour l'escorter le reste du chemin. » Le faux maréchal échangea des regards incertains avec ses complices. « Fouillez la cabane, » ordonna-t-il à l'un de ses hommes. Alors que le tueur à gages s'avançait vers le bâtiment, Antoine se raidit. S'il trouvait Célia, tout était perdu. Mais juste au moment où l'homme atteignait les marches du porche, un coup de feu claqua depuis les ténèbres. L'homme tituba en arrière avec un cri de douleur, se tenant l'épaule. Lucas avait agi. Dans la confusion qui s'ensuivit, Antoine plongea derrière un abreuvoir alors que les balles fusaient, faisant éclater le bois autour de lui. Il dégaina son revolver et riposta, visant le faux maréchal qui se ruait maintenant vers un gros rocher pour s'y abriter. La nuit sombra dans le chaos. Les éclairs des coups de feu illuminaient l'obscurité détrempée, leurs claquements secs rivalisant avec le grondement du tonnerre au-dessus de leur tête. Antoine aperçut furtivement Lucas se déplaçant d'arbre en arbre, utilisant l'orage comme couverture. À l'intérieur de la cabane, Célia observait la fusillade à travers une fente dans les volets, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle vit l'un des hommes de main de Van contourner la cabane pour prendre la position de Lucas à revers, elle prit une décision en une fraction de seconde. Saisissant une lourde poêle en fonte près de l'âtre, elle se glissa par la porte arrière et contourna le bâtiment en silence. La pluie et l'obscurité dissimulaient ses mouvements alors qu'elle s'approchait de l'homme par derrière. De toutes ses forces, elle abattit la fonte sur son crâne. Il s'écroula dans la boue sans émettre un son. Le faux maréchal, voyant son avantage disparaître, tenta un geste désespéré. Quittant son abri, il chargea vers la cabane en tirant à l'aveugle. Une balle érafla le bras d'Antoine, lui faisant lâcher son arme sous le choc de la douleur. « C'est fini, Lefebvre !» hurla l'homme en s'approchant, son revolver braqué sur la poitrine d'Antoine. Ce dernier, serrant son bras ensanglanté, dévisagea l'imposteur avec défi. « Vous n'aurez jamais ces documents. Alors, je vais devoir te tuer et les trouver moi-même, » grogna l'homme en armant le chien de son arme. Une détonation retentit, mais elle ne provenait pas du fusil du maréchal. Les yeux de l'homme s'agrandirent de surprise alors qu'il baissait le regard vers la tache rouge qui s'élargissait sur sa poitrine. Il se tourna lentement pour voir Célia debout à quelques mètres, le revolver fumant d'Antoine entre ses mains tremblantes. Le faux maréchal tomba à genoux, puis s'effondra face contre terre dans la boue. Célia abaissa l'arme, ses mains secouées de spasmes, mais le regard fixe. « Je vous avais dit que les hommes de Victor ne respectaient aucune règle, » dit-elle doucement. Antoine se releva péniblement. « Vous n'êtes pas blessé ?» Célia secoua la tête, la pluie lavant les larmes qu'elle n'avait pas réalisé avoir versées. « Je n'avais jamais tué personne auparavant. »« Vous avez fait ce qu'il fallait, » l'assura Antoine en lui prenant doucement l'arme des mains. Lucas émergea de l'obscurité, trempé mais indemne. « Le troisième s'enfuit à pied, » rapporta-t-il. « Son cheval a pris peur pendant la fusillade. »
Il n'ira pas loin avec cette tempête, dit Antoine d'un ton sombre. Mais nous devrions partir dès l'aube, par précaution. Ils retournèrent dans la cabane, où Antoine pansa son bras avec l'aide de Célia. La blessure était douloureuse, mais superficielle. La balle n'avait fait qu'effleurer la chair. Dehors, l'orage s'apaisa progressivement, laissant place à une pluie douce qui lavait le sang et les traces de leur lutte désespérée. À l'approche de l'aube, ils se préparèrent à reprendre la route. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un monde lavé, l'air frais portant l'odeur de la terre humide et des nouveaux départs. « Nous avons environ 2 jours de cheval jusqu'à Ville-Haute, dit Antoine en scellant les montures. Veynes aura d'autres hommes à nos trousses, mais au moins, ces 3-là ne feront pas de rapport. » Célia fixa la précieuse sacoche, ses gestes plus assurés qu'auparavant. « J'ai fui la peur pendant si longtemps, dit-elle pensivement. La nuit dernière, c'était la première fois que je tenais bon. » Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, répondit Antoine. C'est faire ce qui est juste malgré elle. Le voyage vers la capitale se révéla moins mouvementé que leur premier jour sur la piste. Ils empruntèrent des sentiers de traverse et des chemins de bétail, évitant les villages et restant attentifs aux moindres signes de poursuite. Lucas chevauchait en éclaireur, revenant périodiquement pour signaler que la voie était libre. L'après-midi du 2e jour, ils franchirent une colline et aperçurent Ville-Haute au loin, ses bâtiments scintillant sous le soleil. « Nous avons réussi » souffla Célia, le soulagement évident dans sa voix. Antoine hocha la tête, l'expression songeuse. « Le plus dur reste à faire. Trouver un juge qui n'est pas dans la poche de Vannes ne sera pas une mince affaire. »« J'ai un nom, » dit Célia. « Le juge Guillaume Harrington. Il a condamné l'un des associés de Victor à la prison l'année dernière, malgré les menaces et les pots de vin. Si quelqu'un peut nous écouter, c'est lui. » Ils entrèrent dans la ville alors que le soleil commençait à se coucher. Les rues étaient animées par les travailleurs rentrant chez eux. Antoine loua des chambres dans un petit hôtel en périphérie, loin des artères principales, où il risquait d'être reconnu. Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers le palais de justice. La sacoche contenant les documents incriminants était serrée contre le cœur de Célia. Le bâtiment était imposant, avec ses colonnes de pierre blanche s'élevant sur 3 étages, symbole d'ordre et de loi dans un territoire souvent sauvage. Le juge Harrington s'avéra être un homme au visage austère, aux yeux bleus perçants et à la réputation d'incorruptibilité bien méritée. Il écouta en silence Célia exposer son histoire et présenter les preuves pour lesquelles elle avait risqué sa vie. « Ces accusations sont graves, Madame Veynes », déclara finalement le juge en examinant le grand livre avec un soin méthodique. « Votre mari a des amis puissants. »« Je le sais, votre honneur », répondit Célia fermement. « Mais la vérité contenue dans ces documents est plus puissante encore. » Le juge Harrington acquiesça lentement. « J'aurai besoin de temps pour tout examiner et conférer avec les autorités fédérales. Cela dépasse ma seule juridiction. » « La protégerez-vous » demanda Antoine sans détour. « Veynes n'arrêtera pas de la traquer simplement parce qu'elle a atteint la ville. » Le magistrat considéra la question. « Je vais arranger une protection avec de vrais maréchaux fédéraux jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Madame Veynes sera un témoin clé le moment venu. » Lorsqu'ils quittèrent le palais de justice, un poids sembla s'envoler des épaules de Célia. Pour la première fois depuis qu'Antoine l'avait trouvée sur le bord de la route, son sourire atteignit ses yeux. « C'est vraiment fini, » dit-elle avec émerveillement. Après tout ce temps, Victor va enfin faire face à la justice. Antoine n'en était pas aussi certain, mais il garda ses doutes pour lui. Cela prendra peut-être du temps. Les hommes comme Vannes ne tombent pas facilement. Mais ils tombent, insista Célia. Et maintenant, grâce à vous, je serai là pour le voir. Ils se tenaient sur les marches du tribunal. La ville bourdonnante s'étendait devant eux, remplie de possibilités qu'aucun d'eux n'aurait imaginées quelques jours plus tôt. « Que ferez-vous maintenant » demanda Antoine. Célia réfléchit à la question. « Témoigner quand le moment viendra. Après cela, je ne sais pas. Recommencer ailleurs, je suppose. » Antoine hésita, puis prit sa main. « Mon domaine aurait bien besoin d'une gérante,
quelqu'un avec du courage et de la détermination. Les yeux de Célia s'agrandirent de surprise avant de s'adoucir. Êtes-vous en train de m'offrir un travail, monsieur Lefebvre? Pour commencer, répondit Antoine avec un léger sourire. Et pour le reste? Eh bien, c'est une piste que nous pourrions explorer ensemble, si vous le souhaitez. Célia serra sa main, les yeux brillants de larmes retenues. Non plus de peur cette fois, mais d'espoir. Je crois que j'aimerais beaucoup ça. Alors qu'ils descendaient ensemble les marches du palais de justice, Antoine réalisa qu'en aidant Célia à trouver son courage, il avait redécouvert le sien. Le ranch, qui n'avait été que son refuge contre le deuil, promettait désormais d'être quelque chose de plus, un lieu de renouveau. Bâti sur la certitude d'avoir fait ce qui était juste, peu importe le prix. Et pour la première fois depuis 3 ans, Antoine Lefebvre regardait vers l'avenir avec autre chose que de la résignation. Il le regardait avec espoir.